Bonjour et bienvenue à la séance webcast 2021 du mois de novembre. Je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Je veux donner la bienvenue dans cette nouvelle émission Community Live à notre expert Alain Faure. Nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Votre participation de la communauté est fondamentale, non seulement pour soumettre des questions, mais aussi pour aider d'autres membres si vous connaissez la réponse. On vous encourage à poster votre première question si vous ne l'avez pas encore fait. Pour avoir un meilleur aperçu, on vous invite à consulter l'infographie disponible sur le lien suivant. Tous ceux qui participent régulièrement peuvent devenir des membres reconnus grâce au Spotlight Award. Ces prix sont attribués dans 3 catégories: meilleure publication, choix de la communauté ou nouveaux inscrits. Pour découvrir le programme, visitez le lien qui sera partagé par Gabriela sur le panneau du chat. Voici notre expert, Alain Faure. Alain Faure est chef de projet dans une société d'infrastructure informatique avec plus de 30 ans d'expérience. Il s'est spécialisé dans les réseaux, le Wi-Fi, la sécurité, la collaboration et le data center. Certifié avec un CCIE en routing and switching, Alain a géré de nombreux projets pouvant atteindre des milliers d'utilisateurs en Europe et en Asie. Et pour télécharger la présentation, suivez le lien qui est affiché sur le panneau du chat. Et finalement, quelques consignes avant de commencer. Ce webcast aura une durée d'environ 90 minutes. Postez toutes vos questions sur le panneau de Q&A ou Q&A. Participez au sondage, nous aurons 5 polling questions. Et à la fin de la séance, rappelez-vous, une petite enquête s'affichera sur votre panneau de navigateur pour qualifier l'événement et nous partager vos commentaires. Ça, c'est super important. Alors, je cède les droits de la parole à Alain et nous pouvons commencer. Merci beaucoup. Trois aspects. Principalement les relations humaines, euh, une partie technique, et puis aussi comment ça se passe au niveau de l'organisation. Donc, dans tout réseau, on se retrouve à faire à un moment ou à un autre des audits techniques. Vous avez sans doute participé à ce genre d'audit, soit pour en demander, soit pour en faire. Vous avez vu en faire. C'est quelque chose d'assez courant et toutes les infrastructures en ont besoin. On va parler ici donc des aspects techniques, mais je dirais ça formera peut-être que un quart ou un tiers des informations. Des aspects relationnels qui, à mon sens, sont relativement importants, donc il y a tout un bon chapitre sur ce sujet-là. Et puis aussi sur l'organisation, c'est-à-dire que faire un audit, c'est un projet, donc ça veut dire organiser, avoir de la documentation et faire un planning, etc. La philosophie de management derrière cette présentation, c'est que l'audit doit permettre un gain de vitesse et aussi de maîtriser l'infrastructure. L'idée qu'il y a derrière un audit, c'est vraiment de vraiment reprendre la maîtrise de ce qui a été installé, mais en même temps de pouvoir apporter beaucoup plus d'efficacité aux gens qui sont sur le terrain, que ce soit les équipes techniques ou les utilisateurs. Les bénéfices de l'audit. Donc, il n'y a que des bénéfices dans un audit. Ça va enlever le stress des équipes, ça évite le burn-out parce que comme on maîtrise ce qu'on fait, on n'a pas de problème pour faire des installations techniques, on n'a pas de problème pour définir un planning, on sait exactement où on va. Ça permet de nombreuses économies puisqu'on évite de faire deux fois la même chose, par exemple, ou des choses erronées. Ça vous donne évidemment une connaissance complète et exhaustive de votre infrastructure. Ça vous permet de mieux la connaître et à fond. Même si c'est pas vous qui faites l'audit, à partir du moment où vous pouvez consulter un document de quelqu'un qui a fait un audit, ça vous permet vraiment de comprendre ce sur quoi vous travaillez.
Ça vous donne de bonnes relations avec la plupart de vos collègues, hein. À partir du moment où la connaissance, elle est vraiment partagée, on sait tous que ce qui peut poser problème dans les équipes, ce sont des problèmes de communication. Je pensais qu'il y avait ça, pourquoi t'as pas fait ça, etc. À partir du moment où l'information, elle est facilement accessible, transparente et elle coule facilement dans l'entreprise, à ce moment-là, les relations sont bien meilleures. Donc, il guérit à peu près tous les maux. Et l'avantage, c'est qu'il le fait par la prévention, hein, sans la douleur. Ah, je voudrais insister sur une terminologie. Alors, c'est une terminologie, ça remet pas en question la nécessité de l'audit, par exemple, pour corriger des problèmes, mais ce que n'est pas un audit. Il y a un abus de langage qui est trop courant et que j'entends très très souvent, c'est il faut faire un audit qui va solutionner les problèmes. Alors, en fait, pas du tout. L'audit, c'est absolument pas du tout ça. Si vous voulez, si vous, votre idée, quand vous évoquez le mot de audit, c'est de dire on va faire un audit pour supprimer les problèmes. En fait, ça sous-entend que vous allez faire d'une part un audit, au sens latin du terme, auditus, qui veut dire écouter. Donc, vous voyez, c'est écouter, c'est pas corriger les problèmes. On commence déjà par faire un recueil d'informations et après, on se sert de l'information recueillie, documentée, archivée et mise de manière tout à fait cohérente et organisée. Et à partir de là, on va pouvoir corriger les problèmes et on va pouvoir les corriger effectivement extrêmement facilement. Mais vous voyez, il y a bien deux phases et l'audit, ça correspond au fait d'écouter, de regarder, de comprendre, recueillir l'information. C'est un véritable travail de renseignement, hein. Euh, voilà. Alors, dans un audit, comme dans beaucoup de projets informatiques, hein, vous avez deux grands acteurs. Vous avez la ME, donc la maîtrise d'œuvre. Ce sont les gens qui réalisent sur le terrain. Et vous avez la MOA, la maîtrise d'ouvrage, c'est les termes consacrés. C'est eux qui vont, en gros, passer la commande de l'audit, c'est eux qui vont bénéficier de l'audit. Donc, mes avertissements pour la MOE, donc ceux qui sont sur le terrain. Euh, je ne l'ai pas mis de manière très cohérente, mais évidemment, éviter de ramener des virus. Donc, ça veut dire aller sur le terrain avec des outils très sécurisés comme Linux. Si vous allez avec d'autres operating systems, il y a un risque pour que, de manière tout à fait involontaire, vous introduisiez des virus chez le client, ce qui est très désagréable. D'autre part, n'essayez pas de réparer quoi que ce soit lors de la phase d'audit, ça veut dire lors de la première phase. Et vous devez facturer, ça veut dire signer un contrat et ça sous-tend le fait que vous ayez une assurance professionnelle. Alors, c'est un aspect peut-être qui est particulièrement important, surtout quand vous êtes indépendant, par exemple, ou freelance, hein. Vous allez chez le client, peut-être vous voulez montrer de la bonne volonté, etc. Donc, vous commencez à travailler, peut-être faire une démonstration un peu gratuitement, etc. Mais vous avez des droits d'accès. Et éventuellement, vous voyez un problème qui est évident et vous essayez de le réparer. Bon, pour montrer que vous êtes compétent, etc. Mais ça, il faut absolument pas faire ça. Pourquoi? Parce que si jamais, pour une raison ou pour une autre, hein, il y a un problème qui se passe, vous n'êtes pas couvert par une assurance professionnelle. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai entendu parler, par exemple, dans un data center, il y avait, à l'époque, il y avait des disques RAID, des disques RAID 5, hein, un truc assez compliqué. Et il y a un gars, un technicien qui arrive, qui passe par là pour faire un audit. Ah, il voit un disque dur, une LED rouge qui s'allume, il comprend qu'il y a un problème, et il tire le disque dur, et puis il le remet quelques temps après, en se disant que finalement non, c'était pas une bonne idée. Toute la baie de disque, évidemment, part en sucette. Et il s'est retrouvé que, bon, il s'est retrouvé en fait que l'entreprise en question n'était pas à jour de ses sauvegardes
sur leur système, sur ce système qui était leur système de production. Évidemment, ça fait très désordre. Et à ce moment-là, bah, il peut y avoir des dommages et intérêts, ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment faire les choses de manière carrée. Euh, voilà. Euh, donc, c'est nécessaire, c'est pour ça que c'est nécessaire de facturer, d'avoir un contrat et une assurance professionnelle à partir du moment où vous avez la possibilité soit de modifier quelque chose, soit de casser quelque chose parce que vous y allez physiquement. Voilà. N'essayez pas de réparer quoi que ce soit dans la phase d'audit. C'est la phase qui sert à écouter. Vous devez recueillir toutes les informations. Si ça se trouve, en fin de la phase d'audit, vous allez trouver une information essentielle qui fait que ce que vous pensiez réparable, en fait, ça ne l'est pas de manière aussi simple que ça. Et que si vous le faites, vous allez créer un gros problème. Donc, ne vous précipitez pas. Commencez par rassembler toutes les informations de manière exhaustive. Vous réfléchissez sur ce que vous avez recueilli et après vous réparez. Mais surtout pas pendant le cours de l'audit. On va y revenir, mais il faut interroger les utilisateurs. Toujours. Ils ont beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement officielles ou écrites dans la documentation et ils peuvent vous aider énormément. Soyez neutre à tout prix. Personne n'a besoin d'un résultat biaisé. C'est pas la peine éventuellement d'être tenté de vous faire plaisir ou de penser à des choses qui n'existent pas. Il faut que vous restiez vraiment tout à fait neutre comme quelqu'un de neutre. Alors, quels sont les types d'équipements déployés? Voilà, donc il se peut que les mots de passe, hein, en fait c'est régulier à vrai dire, les mots de passe ont été oubliés. Donc dans ces cas-là, bah, préparez, ayez sous la main, enfin renseignez-vous d'abord sur le type d'équipement auprès de votre MOA, le type d'équipement qui sont déployés, et puis bah, préparez les procédures de récupération de mots de passe au cas où. Parce que préparez-les de toute manière. Parce que peut-être vous allez découvrir dans un coin un switch ou un routeur qui est caché ou un serveur que tout le monde avait oublié, mais qui est quand même important. Donc autant prévoir. La MOA. Alors, la MOA, donc ce sont les gens qui demandent l'audit, qui ont besoin de l'audit pour leur infrastructure. Et donc, j'ai un certain nombre de préconisations rapides. Pour moi, je pense que c'est nécessaire hein, d'avoir des rendez-vous très réguliers. Ça veut dire au minimum 2 fois par semaine. Bon, peut-être pas 2 jours complets, évidemment, mais au minimum 2 fois par semaine, au moins au départ, de manière à avoir un suivi extrêmement régulier, de manière aussi à pouvoir apporter des informations euh, sur, euh, sur des problèmes qui peuvent survenir, etc. Et de bien voir comment avance l'audit. C'est important pour que la MOE, donc la personne ou l'équipe qui va réaliser l'audit, puisse avoir rapidement toutes les informations dont ils ont besoin. Il faut absolument pas qu'ils perdent de temps, évidemment. De votre côté, ne demandez pas non plus une réparation immédiate. L'audit doit d'abord être fini avant la phase d'intervention et de changement. Euh, on peut pas refaire ça au milieu de la rivière, c'est pas possible. Sinon, bah, vous risquez d'être obligé de tout recommencer une fois l'audit terminé, donc c'est pas très utile. Assurez-vous que l'équipe qui fait l'audit a une grande expérience dans le domaine professionnel, au moins une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a certes l'aspect technique, bien il y ait des technologies qui datent d'il y a moins de 10 ans, hein, bien entendu, mais il y a aussi des aspects humains, voire réglementaires, c'est-à-dire juridiques de la loi, dont il va falloir tenir compte éventuellement dans un audit. Et ça, ça ne peut être acquis qu'avec le temps. Donc, rassembler le maximum d'éléments techniques pour les tenir à disposition. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez trouver comme schéma, comme documentation, comme fichier ancien, tout ça, vous en faites un package et vous les remettez à l'équipe qui fait l'audit, à la MOE. Bien entendu, je vous encourage fortement à ce qu'il y ait un contrat avec une clause de NDA,
en anglais Non-Disclosure Agreement, une clause de confidentialité pour des raisons relativement évidentes. On aura l'occasion de revenir. Alors, l'audit, c'est une photo vitale. Donc, j'ai mis un peu là, on peut voir sur la photo des, l'alphabet d'abord aztèque, hein, à gauche, au milieu chinois, et puis à droite le sumérien. Ce qu'il faut voir, c'est que ces civilisations qui ont duré relativement longtemps et qui sont assez brillantes, en fait, ont pu euh, être des civilisations très développées grâce à l'écriture. Et quand vous faites un audit, en fait, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est que vous récupérez de l'information qui est dispersée un peu à droite à gauche, vous la rendez cohérente et vous l'écrivez. Vous voyez, vous la stockez, vous l'écrivez dans une bibliothèque, dans une base de données. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir faire très fortement avancer l'équipe IT. Ça peut être vous d'ailleurs, l'équipe IT. Quand on parle d'outils et de méthodes, il faut savoir à quoi cela correspond. Réaliser un audit, c'est faire une photo d'un état à un instant T. Vous voyez, c'est vraiment la photo. À partir de cette photo, c'est-à-dire à partir de l'état de l'infrastructure, on peut réaliser divers services. Donc la recherche de panne, c'est ce que j'expliquais au départ, la préparation à une évolution, vous allez rajouter des serveurs, vous avez un merge de deux entreprises par exemple, donc il va falloir faire un audit pour préparer le merge ou le déménagement. Et puis, il y a la préparation, très importante, on va y revenir, à la gestion quotidienne. Établir des schémas pour savoir où se trouve tel ou tel composant et la documentation pour comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. L'audit d'une organisation se fait en gros en deux étapes. Il faut séparer la photo du film. On va voir pourquoi c'est important parce que ça va un peu guider la partie projet et surtout la partie documentation. La photo, c'est le résultat de l'audit. On est d'accord? Le film, c'est le projet. C'est la façon dont on réalise l'audit. Ça va être par exemple le projet d'installation d'un serveur ou la mise en place d'un protocole de routage. Voilà, c'est le film. Euh, donc l'état actuel, la photo, qui va comprendre les plans, configurations, schémas, les normes de nommage, très important pour les étiquettes qui sont absolument très importantes avec le câblage, la description texte du détail de l'architecture IT, c'est-à-dire que s'il y a en place des particularités, à un certain moment, vous utilisez un protocole sur une liaison ou par exemple, vous avez mis en place dans une entreprise d'architecture ou design euh, un brin réseau avec des Apple où il y a des très grands débits d'informations, etc. Donc vous avez besoin d'expliquer la raison de vos choix, de manière à ce que le jour où il y a une intervention sur l'infrastructure ou le jour où il y a une réparation ou quoi que ce soit, on comprenne ce qu'il y a et pourquoi ça a été fait. Parce que sinon, il va falloir tout refaire, donc ça fait énormément d'argent perdu. Alors, en pratique, ça, je vais le traiter dans le chapitre des livrables. Alors, un répertoire par couche OSI, un repérage par date et par périmètre, maintenir à jour et archiver ce qui est périmé. L'audit, donc le projet et la façon de réaliser. La documentation du changement, c'est le film, de la modification et de l'évolution du réseau. La façon dont se sont déroulés le projet, l'installation, modification, etc. C'est la mémoire de l'équipe infrastructure. C'est-à-dire qu'à travers ce film, ça veut dire à travers ces documents qui vont décrire le déroulement du projet et de l'audit, évidemment, on va savoir exactement ce qui s'est passé. En pratique, on va voir ça à la fin dans le projet d'audit. Première polling question. Merci. Alors, nous allons ouvrir le panneau de sondage. Si vous ne le voyez pas affiché sur le côté droit de votre écran, vous pouvez rajouter le panneau en cliquant sur les trois points qui sont
au milieu, en dessus de votre écran. Là, vous pouvez ajouter panneau de sondage pour pouvoir répondre. Alors, lorsque votre dernier audit, lors de votre dernier audit, vous étiez plutôt maîtrise d'ouvrage, ça veut dire demandeur de l'audit, ou deuxième option, maîtrise d'œuvre, réalisateur de l'audit. Peut-être que vous n'avez pas encore participé à un audit, mais si vous l'avez déjà fait, bah, veuillez nous indiquer exactement quelle était votre position. Merci beaucoup. Tu peux continuer, Alain, si Ok, tu veux. Je bien pense sûr. que tout le monde va participer, n'est-ce pas? Allez, merci. Merci. Merci, Rémi. Donc, les livrables. Alors, donc je vais vous présenter un template. Il est pas nécessairement complet, donc pas exhaustif, mais ça va vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'il faut faire. Donc, je vous recommande éventuellement de vous constituer un template. Je peux répondre peut-être à des questions sur ce sujet-là par la suite, mais je vais vous donner les points principaux et on va voir ça en particulier avec les schémas. Donc pour ma part, j'utilise un template qui me sert pour la plupart de mes audits. Je vais vous décrire ce template en mettant l'accent sur la partie schéma. C'est ce que je viens de dire, ok. L'importance des schémas, c'est absolument fondamental. Qu'est-ce que je fais quand je fais un audit? Je commence donc par recueillir les informations et je fais les schémas. Et qu'est-ce que je fais avec ces schémas? Je les fais tirer sur du papier, sur du format par exemple A1 voire A0. Donc ça fait vraiment des très très grands formats hein, avec des traceurs spéciaux. Et je les affiche au mur. Pourquoi? Parce que ça me permet de gagner énormément de temps et donc d'avoir de la rapidité d'action. Ça veut dire, à partir du moment où vous avez vos schémas qui sont exposés dans votre salle de contrôle hein, ou dans votre salle de travail, vous allez pouvoir voir instantanément. Le but du schéma, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. Donc, il va falloir réfléchir à la manière dont ça vous fait gagner du temps. Euh, je l'utilise et les gens en sont très contents. Je l'ai amélioré au fur et à mesure du temps, mais moi je vous dis une chose, c'est que c'est vraiment ce type de schéma qu'on faisait il y a 20 ans, quand j'ai passé le CCIE, et c'est une façon de faire les schémas qui est extrêmement pratique, parce que elle doit vous permettre de repérer les informations sur le papier de manière instantanée. Donc ce qui est important, c'est de garder une cohérence dans ce qu'on fait. Donc, ça permet aussi de faire un transfert de compétences qui est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un stagiaire, un intervenant externe, un nouvel embauché qui arrive dans votre équipe, vous avez besoin qu'il sache rapidement de quoi il retourne, enfin, où se trouve le routeur machin, le switch truc, etc. Pour ça, il n'y a rien de tel qu'un schéma. Parce que vous le connaissez très bien, votre réseau, évidemment. Vous savez exactement où se situe chaque appareil, leur rôle, tout ça. Après quelques années ou quelques mois passés sur le réseau, en fonction de la taille, ça vous posera plus aucun problème. Par contre, quelqu'un qui va se ramener, il y a besoin que, au bout d'une journée, il puisse avoir accès au schéma et au bout d'une journée, il est capable, avec le schéma, de retrouver tel ou tel équipement et de comprendre un peu ce qui se passe. Ça a le but aussi de faciliter grandement les interventions externes. Vous faites appel à un prestataire de service pour faire une installation sur votre réseau. S'il doit perdre 3 jours à comprendre ce qu'il y a sur votre infrastructure, c'est 3 jours que vous le payez pour rien. Donc vous voyez, le prix que vous avez mis dans la conception du schéma est largement remboursé par le temps que vous allez gagner après sur toutes ces interventions. Alors attention, le schéma, c'est très pratique, c'est vraiment indispensable, mais ça remplace pas un document. Il doit y avoir un document texte avec l'infrastructure pour expliquer telle ou telle particularité. Pourquoi sur ce lien, vous avez mis, pourquoi sur ce lien, vous avez mis tel ou tel paramètre de qualité de service IP?
il y a de la voix, il y a de la vidéo, etc. Vous voyez, ça doit être expliqué dans le document. Ça doit pas être mis sur le schéma, mais ça doit être gardé quelque part. Et ça doit surtout pas faire partie, surtout pas, des commentaires que vous mettez dans une configuration. D'ailleurs, à ce sujet-là, un document, c'est tout sauf de la configuration. On peut pas appeler document un, un fichier texte dans lequel vous faites un copier-coller d'une config. Ou dans lequel vous faites un copier-coller d'écran, de configuration d'écran. C'est pas ça un document. Ça, c'est à la limite une sauvegarde de configuration, mais c'est pas un document. Un document, c'est un fichier texte dans lequel vous allez expliquer des choses. Vous allez expliquer le pourquoi, le comment, etc. Ça peut paraître long, mais je vous conseille d'ailleurs de peut-être réécouter la présentation qu'on avait fait sur les certifications, en particulier tout ce qui concerne le CCIE, mais ça va vous faire gagner du temps. D'ailleurs, il y a aussi sur la communauté francophone Cisco, il y a une petite vidéo sur comment obtenir des réponses plus rapidement. Je vous encourage très vivement à écouter à voir cette présentation parce que elle parle aussi un peu de ce sujet. Vous voyez, la documentation, ça doit expliquer des choses. Et plus vous faites de documentation en amont, plus vous allez gagner de temps en aval et moins il y aura de stress. Ne pas doubler les informations, ça aussi. Vous devez absolument passer du temps à réfléchir, à imaginer comment vous allez pouvoir faire votre schéma, votre documentation, pour que l'information ne soit disponible qu'à un seul endroit. Pourquoi? Bah, c'est relativement évident. Si vous avez par exemple une adresse IP d'un, du routeur pour aller vers Internet, par exemple, et que vous la collez dans 10 ou 20 documents, le jour où cette adresse IP va changer, comment vous allez faire? Vous allez changer ça peut-être dans 15 documents, mais dans les 5 autres, ça ne sera pas changé. Et si quelqu'un tombe sur un des 5 documents, il va peut-être pas comprendre, peut-être il va vouloir envie de faire des modifications, et là vous allez avoir une catastrophe, et ça va se payer très cher. Donc, voilà. Alors, la couche 1. Donc, pour ce qui est des schémas et de la documentation, personnellement, on va voir, je vous donnerai un squelette un peu de l'organisation de répertoire. Simple, hein, très très simple. Mais je procède par couche. Donc, vous avez la couche 1, donc avec les types de câblage, vérification de câblage, les points de raccordement. Dans les locaux techniques, c'est-à-dire que vous avez des locaux techniques à chaque étage, hein, dans lequel vous avez les arrivées électriques, la climatisation, vous avez les racks, généralement les racks avec les switches ou les serveurs, les routeurs, etc. Euh, et vous pouvez déterminer qu'est-ce qu'il y a comme équipement, par exemple, ça on verra par la suite, en utilisant des protocoles comme CDP. Il faut vérifier l'étiquetage. Donc, sur les couches 1, donc vous allez typiquement avoir comme document un fichier Excel qui va reprendre en fait le départ des câbles, l'arrivée des câbles, le type des câbles, comment c'est étiqueté, etc. Éventuellement à quoi ça sert. C'est toutes ces informations-là que vous devez recueillir sur le terrain. Donc, à partir de là, vous en tirez un schéma. Donc, ça va être votre schéma de couche 1. Donc, ça, c'est un exemple très simple, hein. Vous voyez, là, vous avez, par exemple, 3 switches, pardon, 5 switches, pardon. Sur ces 5 switches, bah, j'ai représenté les liens cuivre, les liens, la fibre optique. Et donc, vous voyez, vous devez faire référence au fichier Excel pour savoir où se trouve tel ou tel port. C'est important parce que si vous modifiez les ports, euh, ça vous évite d'avoir à modifier dans le schéma et dans le fichier Excel. La couche 2. Donc, il est facile de représenter les liaisons de niveau 2 du modèle ISO, donc tout ce qui est VLAN, les WAN aussi, effectivement, sur les schémas. C'est des plans qui sont. Alors, donc, couche 1, enfin, tout est indispensable, en fait. C'est
indispensable pour les interventions sur le réseau, il a une vraie utilité dans le travail quotidien. Et cela vaut le coup de le réaliser en couleur et de l'afficher en poster, comme on dit. Même si les plans existent sous forme électronique, une coupure de courant ou de réseau est vite arrivée, alors que les plans papier peuvent sauver la situation. Ils sont aussi beaucoup plus rapides à consulter, oui. Si vous mettez même sans parler de la coupure électronique, bien que cela m'a sauvé plusieurs fois, si vous tenez pas compte de ça, le fait d'avoir sur le mur vos schémas, ça va vous permettre de gagner quelques minutes. Et des fois, c'est des minutes qui comptent. Si vous avez besoin de faire une intervention rapide, si vous devez commencer à ouvrir l'ordinateur, surtout en Windows, aller rechercher dans les répertoires où se trouve le bon fichier, à aller ouvrir le bon fichier, le temps aussi que l'ordinateur affiche correctement le schéma, que vous retrouviez les choses, vous allez perdre du temps. Alors, vous allez me dire, ok, c'est quelques dizaines de secondes, quelques minutes, mais c'est important. Il faut vraiment que vous puissiez réagir le plus rapidement possible pour arriver à, à réparer une panne dans les minutes qui suivent éventuellement. Euh, Pas seulement la réparer d'ailleurs, hein, ça peut être aussi pour annoncer aux utilisateurs quels utilisateurs vont être en panne et combien de temps ils vont rester en panne. Vous voyez, l'impact. Donc vous avez besoin de déterminer ça au plus rapidement. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ok, c'est psychologique, hein, on n'est plus dans la technique, ça, on est bien d'accord, mais pour votre qualité d'intervention, si vous voulez, c'est très important de pouvoir arriver à déterminer rapidement, ça veut dire vraiment à ce moment-là, vous comptez en secondes, en dizaines de secondes, déterminer rapidement le périmètre d'impact d'une panne. Et ça, vous pouvez le faire qu'en ayant les documents déjà sous les yeux. Plus vous attendez, en fait, plus les utilisateurs vont se montrer impatients, mécontents, et plus la pression va monter. Et la seule chose dont vous avez besoin quand il y a des problèmes, c'est justement de ne pas avoir de pression. Et tout ça, ça va vous permettre d'évacuer la pression, et c'est important parce que au-delà de l'aspect technique de connaissance des protocoles et des équipements, vous avez besoin de ça pour pouvoir faire des interventions qui soient efficaces et aussi pour votre bénéfice personnel, pour montrer votre compétence et votre façon de travailler. Donc, le schéma de la couche 2 du modèle OSI, là, on a des switches hein, qui sont reliés par des trunks. J'ai représenté donc des VLAN avec différentes couleurs. Par exemple, vous avez le VLAN 11 et 12, hein, ça va être les VLAN qui sont plutôt associés à la voice, pourquoi pas. Vous avez 107 et 108 qui vont être des VLAN de Wi-Fi, par exemple. Et puis vous avez le VLAN 1 qui est représenté avec des traits pointillés et qui est le VLAN par défaut. Donc voilà, c'est ça que vous devez représenter. Si vous avez une problématique de couche 1, euh, alors là je parle beaucoup de debug, mais vous l'avez compris, l'audit sert à préparer des documents qui vont permettre à travailler. Et donc c'est pour ça que vous devez vous mettre à la place de celui qui va utiliser les documents, ce qui peut être vous d'ailleurs, hein, bien entendu. Et vous avez besoin donc de, d'avoir ces documents décrits de manière la plus précise. Voilà. Donc là, c'est la couche 2. On a fait couche 1, couche 2. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est vous commencez à partir de la couche 1 et vous remontez dans les couches pour débugger. Donc c'est pour ça, c'est comme ça. Couche 3. Bon, bah là, c'est tout ce qui concerne les adresses IP, les domaines de routage. Et puis donc tout ce qui est les appareils de niveau 3, donc les routeurs, les firewalls, répartiteurs de charge. Il y a aussi, vous n'êtes pas nécessairement obligé de représenter les clients pour gagner du temps, évidemment. Euh, et puis, donc, les niveaux 3 vont être supportés par des éléments de niveau 2 comme les VLAN, des liaisons WAN, etc., etc.
Donc, on va passer maintenant au schéma. Donc, c'est très simple, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc, je vais utiliser deux schémas pour la couche 3. Je vais utiliser un premier schéma sur lequel, là, je vais porter l'adressage. Donc, je vais dire, par exemple, bah, tel réseau, il va de tel routeur à tel routeur. Donc, mon numéro de réseau, évidemment, mon masque de sous-réseau sous la forme /24. Il y aura l'équivalent en IPv6, hein, bien entendu. Et puis, sur chaque interface, vous allez porter l'adresse qui va bien. Euh, Vous allez représenter, là j'ai représenté donc sur votre droite, vous voyez routeur Cisco 1 et routeur Cisco 2 qui sont dans un HSRP ou VRRP. Vous avez les adresses réelles .1 et .2 et l'adresse virtuelle .3 qui va permettre de faire le backup. Donc ça, vous devez représenter ça comme ça. Et puis, de manière séparée, hein, sur un autre schéma. Donc maintenant, on est à 4 schémas que vous devez avoir affichés dans votre salle de contrôle ou salle de travail. Vous allez représenter le schéma du routage. Donc vous allez représenter par exemple les aires OSPF en précisant le type de routeur. Vous pouvez mettre aussi, ça je ne l'ai pas fait pour plus de clarté, mais l'ID des routeurs. Si vous avez du routage statique, hein, il faut aussi faire un schéma. Le routage statique ne vous dispense pas de faire le schéma. Vous allez indiquer la direction dans laquelle vous allez atteindre les différents réseaux. C'est nécessaire pour pouvoir faire un suivi. Si vous faites un ping, un traceroute ou n'importe quoi, vous avez besoin de faire un suivi sur votre schéma de par où ça passe et pour trouver éventuellement où il peut y avoir un problème. Alors, évidemment, chaque fois que vous faites une modification sur votre infrastructure, sur les 4 schémas que nous venons de voir, évidemment, il faut prendre les anciens schémas, les mettre à la poubelle et en afficher de nouveaux. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait gâcher du papier. Ok. Ben, en fait, non. Pourquoi? Parce que euh, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps. Donc, vous allez avoir moins de problèmes. Vos problèmes vont durer moins longtemps. Vous allez consommer moins d'énergie, sous forme électrique, par exemple. Vous allez peut-être éviter de faire des erreurs qui vont consommer de l'énergie d'une manière quelconque. Et donc, vous avez vraiment besoin de, du plus d'efficacité possible pour pouvoir être le plus économe possible. C'est valable d'ailleurs pour tout l'aspect documentaire, hein. Si vous voulez, plus ça sera clair, plus ça sera transparent, moins il y aura de pertes d'énergie puisqu'on en parle, moins il y aura de pertes d'énergie à réparer les problèmes qui surviennent. Donc, les livrables Wi-Fi, bon, j'aurai l'occasion de revenir un peu plus précisément sur le sujet. C'est principalement la documentation d'implémentation des points d'accès et puis un document descriptif des caractéristiques purement Wi-Fi, donc intégration, caractéristiques Wi-Fi, SSID, etc. Donc à faire par AP et par WLAN. La finalisation de l'audit. Une fois les livrables réalisés et présentés, il faut les classer dans une arborescence du répertoire que je vais vous montrer maintenant. Au-delà du strict recueil d'informations, la MOA aussi attend une expertise et une aide sur les points qui posent problème, les points à améliorer, la prévision d'actions futures, par exemple l'achat d'équipements. Et c'est très très important. Ça veut dire, une fois que vous avez réalisé l'audit, donc la partie, entre guillemets, j'écoute, vous allez devoir faire une analyse, hein. Sans résoudre, hein. Pour l'instant, on n'est pas au stade de la résolution, on est vraiment au stade de l'audit, c'est écouter. Donc, vous allez devoir mettre en valeur les points qui posent problème. Donc, vous faites un document avec les points qui posent problème, les points à améliorer, ça veut dire qu'ils sont pas suffisamment performants,
Et puis, la prévision d'actions futures. Par exemple, si vous pensez que comme point amélioré, il y a un routeur qui n'est pas suffisamment performant parce qu'il n'a pas assez de mémoire. Eh bien, la prévision d'action future, ça va être acheter de la mémoire pour le routeur en question. Vous voyez? Donc, et ça, c'est particulièrement important. C'est-à-dire que ne vous limitez pas à rendre un travail sur lequel vous faites une description exacte de toute l'infrastructure. Réalisez en fait le travail qui va vraiment vous permettre de montrer votre expertise à votre MOA, au client, à votre hiérarchie, etc., en leur montrant les points qui posent problème, les points améliorés et ce que vous envisagez comme action future. Après, c'est à eux de prendre une décision, bien évidemment. Mais si vous faites ça, votre niveau d'audit sera vraiment voilà, supérieur à la moyenne. Donc une arborescence technique. Alors là aussi, je l'ai fait par couche OSI. Donc la partie que j'appelle géographique, hein, c'est tout ce qui est le positionnement des bâtiments sur un site. Ça va être les étages, le positionnement des locaux techniques. Ensuite, on a le niveau 1, ça veut dire tout ce qui est câblage, fibre optique, euh, cuivre. Un, aussi un point qui est très souvent négligé et qui est vraiment ultra important et fondamental et que vous devez vérifier, on va dire. Si vous pouvez pas le faire, vous devez demander à un intervenant qui peut être de l'entreprise ou même externe. C'est absolument la partie alimentation électrique. Vous avez deux parties. Vous avez d'une part le secteur, c'est-à-dire la fourniture de 220 volts. Ça peut être la source, je l'ai vu dans pas mal de sites, hein. Ça peut être la source de problèmes quand l'alimentation en 220 volts est pas propre, pour des raisons quelconques, hein, pour des raisons qui peuvent être quelconques. Euh, si vous êtes par exemple près d'une voie de chemin de fer, ou si vous avez des machines tournantes, des gros moteurs dans le coin qui provoquent des perturbations électriques, ça peut venir provoquer des perturbations sur vos équipements. Euh, la mise à la masse, la mise à la terre des racks, c'est quelque chose d'extrêmement important que vous devez aussi euh, vérifier, au moins visuellement, lors de votre audit. C'est-à-dire vérifier que les choses ont été faites à peu près proprement, hein, que vous avez bien un fil, généralement c'est un fil, enfin en Europe c'est un fil jaune et vert qui relie bien les racks, etc., que tout est bien relié comme il faut à la masse, hein. C'est très très important. Vérifiez aussi que vous avez que le câblage STP, Shielded Twisted Pair, euh, soit il n'y en a pas, ce qui est le mieux, soit qu'il a été proprement raccordé, c'est-à-dire que d'un seul côté en fait. Parce que j'ai vu aussi sur des sites, euh, eh bien, le fait par exemple d'avoir un câblage de la masse mal fait, vous avez des boucles de courant à l'intérieur du bâtiment et ça provoque des problèmes importants sur l'infrastructure informatique et les gens savent pas comment s'en sortir parce que ce sont des problèmes erratiques qui surviennent n'importe quand. Euh, Quand on a une infrastructure informatique, beaucoup de problèmes viennent encore du câblage. Donc, du niveau 1, de la couche aussi. Câblage, alimentation, la climatisation, évidemment, ça aussi. Moi, j'ai vu des sites sur lesquels il y avait un problème de climatisation. Ça faisait régulièrement claquer des switches, par exemple. Euh, la poussière. Si vous êtes dans des villes, j'ai l'occasion aussi d'être dans des villes qui sont extrêmement polluées, la poussière peut aussi provoquer des pannes, des vraies pannes à l'intérieur du matériel informatique. Et juste à cause de ça, vous avez un matériel informatique qui vit beaucoup moins longtemps. Donc, mine de rien, là encore, si vous voulez économiser de l'énergie et tout ça, être plus vert, il faut éviter
au maximum les poussières, donc bien filtrer tout ce qui est climatisation, etc. Donc voilà, ensuite, couche 2, donc les VLAN, SD Access, IP, SD-WAN, voilà. Tout ce qui est 4, donc les ports TCP/IP, TCP, UDP pour les firewalls. En 7, les applications. Alors ça peut faire l'objet vraiment de quelque chose de plus complexe. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre pour chaque application de prod importante. Ça peut être le mail, mais ça peut être des applications métiers du style SAP ou ce genre de choses-là, de vous faire un schéma, avec les points de passage de chaque composant de l'application. Par exemple, si votre SAP il a besoin d'une base de données et d'un accès au DNS, ben à ce moment-là, il faut que vous ayez une espèce de schéma pour vous dire, voilà, tel serveur SAP ou dans le cloud, etc., passe par tel et tel point, machin. Pour aller à la base de données, ça passe à tel et tel point. Pour aller au serveur DNS, ça passe par tel et tel point. Le jour où vous avez un problème, sur votre schéma de l'application, vous pouvez immédiatement voir euh, qu'est-ce qui est impacté et donc comment vont être impactés les utilisateurs. Et donc, vous pouvez dire à votre hiérarchie ou à votre client, voilà, il y a tant d'utilisateurs qui sont impactés de telle manière. Et comme vous avez un peu ce genre de choses de manière précise, vous allez même pouvoir donner éventuellement, comme vous maîtrisez votre infra, un temps de rétablissement. Et il n'y a rien de plus précieux pour des gens qui managent des infrastructures. Niveau 8, les utilisateurs. Donc là, on va parler le poste de travail, etc. Les archives. Une fois que tout ce qui est dans cette arborescence devient obsolète parce qu'il y a eu des changements, vous mettez tout dans archives de manière à pouvoir voir comment ça a vécu. Polling question numéro 2. J'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé, ça va être très déjà long. D'accord. Alors, le panneau de sondage, on va ouvrir la deuxième question. Voici la question sur votre droite. Pour quelles raisons étiez-vous impliqué dans le dernier audit? Alors, c'était une détection de panne ponctuelle, une détection de problèmes récurrents, préparation de changements ou bien une mise à jour de documentation. Si vous pouvez préciser, ça nous donnera aussi une idée plus ou moins de la répartition du type de cas que vous avez peut-être déjà présenté. Et puis bon, je pense que c'est toujours important pour partager avec les autres. Et puis bon, bah merci. Je pense que vous allez tous répondre. Nous sommes presque à 50%. Alors, allez-y vite pour qu'on reprenne aussi la séance. Et bon, bah, n'oubliez pas de soumettre vos questions sur le panneau de Q&A ou Q&A qui est ici aussi sur votre droite. D'accord? Hmm, d'accord. Bon, bah, je te laisse poursuivre Ok, en attendant que le reste des participants répondront. Merci, Alain. d'accord. Donc là, on va étudier le plan de travail. Donc en fait, ça, on a un peu plus d'une demi-heure, ça va être un peu chaud. Donc 5 niveaux d'audit. Donc moi, j'ai classifié les audits en 5 niveaux pour pouvoir décrire un peu ce qu'on doit faire. Donc, premièrement, il y a ce qu'on avait vu, la situation géographique, donc les locaux techniques, les racks, etc. Deuxième niveau, tout ce qui est câblage, inventaire du câblage, schéma, c'est la couche 1 du modèle OSI. Niveau 3, ça va être la couche 2, tout ce qui est VLAN, la couche 3, tout ce qui est le routage, couche 4, les ports, couche 7, applicative, couche 8, utilisateur. Là, vous avez récupéré les configurations et expliqué les particularités. Vous avez le quatrième type d'audit, de niveau d'audit, c'est l'analyse des logs et des fichiers produits du système. C'est-à-dire que votre switch, votre serveur, votre routeur, votre firewall produit des logs
et il va falloir les analyser pour pouvoir trouver des particularités. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important quand on gère des systèmes informatiques, c'est d'une part de tenir compte des alertes rouges, on va dire, généralement c'est toujours représenté comme ça, évidemment de les corriger, hein, mais aussi des warnings. C'est-à-dire les warnings qui apparaissent en jaune doivent absolument aussi être adressés parce que généralement ça peut poser un problème de laisser ces warnings parce que par effet de bord, hein, par effet de bord, on peut avoir des pannes qui vont se répercuter un peu à droite à gauche. Donc, si vous avez un warning dans vos logs, c'est quelque chose qui est à signaler, à prendre en compte et qui doit être traité d'une manière ou d'une autre. Vous devez maîtriser le fait que le warning est là, pourquoi il est là et qu'est-ce que vous faites ou faites pas à ce sujet-là. Mais il faut surtout pas ignorer un warning. Euh, Et puis donc le cinquième niveau, c'est tout ce qui concerne les utilisateurs et les équipements du poste client. Ça veut dire ordinateur desktop, portable, téléphone, etc. Donc le niveau 1, ça permet de réaliser un inventaire matériel et géographique. C'est l'occasion de faire une visite de site et de discuter avec le responsable de la gestion des locaux du bâtiment. Donc généralement, c'est pas nécessairement quelqu'un qui connaît grand-chose en informatique, mais il va vous apporter beaucoup d'informations. Où sont situés les locaux techniques, hein, sur des grands sites, c'est vraiment important. Peut-être il va vous permettre aussi de savoir où les opérateurs installent leur équipement pour pouvoir faire des raccordements, et vous avez besoin de savoir ça. Ça va vous permettre peut-être même éventuellement de savoir dans quelles conditions l'opérateur est intervenu, ou les opérateurs, hein, il peut y en avoir plusieurs. Donc c'est toujours des informations importantes à retirer. La certification de câblage, donc ça peut être donné par cette personne, vous pouvez la trouver quelque part. Chaque bâtiment doit comporter, surtout les bâtiments modernes en fait, dès que le câblage date de au moins, je sais pas, de 10-20 ans, vous devez avoir un cahier de certification de câblage. Ça se présente, vous avez au moins une page par câble, vous avez au moins une page. Et vous voyez, vous avez une courbe là, jaune ou bleue, qui va décrire les caractéristiques électroniques du câble sur toute sa longueur. Donc comme ça, on peut détecter si un câble est plié, s'il est coincé, s'il y a un problème quelconque. Ça se fait avec un appareil spécial. Et si vous voulez, une fois que le bâtiment est terminé et câblé, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui doit passer, qui doit vérifier tous les câbles comme ça et qui fait ce document. Et vous devez trouver ce document, vous devez le demander. S'il n'y est pas, et si vous voyez que le câblage n'est pas terrible, ben moi je vous conseille de faire ce travail par un intervenant, parce que le câblage c'est fondamental. Et si jamais vous avez un problème que vous pouvez pas voir à l'intérieur de la structure du bâtiment sur un câble bah, précisément qui va du switch central vers le routeur qui va vers l'opérateur, vous pouvez avoir beaucoup de mal à sortir vers Internet et vous savez pas pourquoi et vous saurez jamais pourquoi et vous vous poserez toujours la question et, euh, et ça va vous coûter cher. Donc ça coûte pas cher de faire une certification de câblage. Si vous avez un doute, n'hésitez pas, faites-le. Le plan de câblage de bâtiment, donc avec chaque câblage, chaque certification, vous avez un plan qui vous est remis, que vous devez trouver quelque part. Par où passent les câbles, dans les faux planchers, dans les gaines techniques, les locaux techniques d'étage, etc. C'est important. Là. Le niveau 2, donc vous devez faire, donc c'est l'audit de niveau 2, c'est faire l'inventaire de toutes les liaisons physiques entre les équipements. Donc ça va être les schémas existants, le rapport de visite des locaux, éventuellement une interview d'un employé. On peut aussi utiliser par exemple le protocole du SIG CDP ou ou LLDP pour pouvoir bien suivre toutes les liaisons. C'est indispensable d'avoir un appareil photo pour pouvoir faire des relevés, hein. Et puis surtout quand il y a des étiquettes, c'est vraiment très utile. Évidemment, moi je suis un fou des étiquettes, c'est absolument indispensable et malheureusement il n'y en a pas toujours.
Niveau 3, donc là, on va récupérer puis analyser les configurations des équipements. Donc ça va permettre d'expliquer le fonctionnement des différentes parties de l'infrastructure. Pourquoi, pourquoi là j'ai tel access list, pourquoi j'ai tel contrôle, pourquoi j'ai tel protocole ici, tel paramètre de QoS là. Voilà, ça c'est aussi très important. Niveau 4, euh, donc comme j'ai dit, quand vous arrivez sur un audit de niveau 4, vous allez récupérer des logs. Alors déjà, qu'est-ce qui est très important? Il faut vérifier où vous en êtes au niveau temps, parce qu'il faut que ça soit cohérent entre toutes les machines. Si vous n'avez pas la même heure entre les switches, le routeur, le firewall et les serveurs, et que vous êtes sur un réseau de taille importante et international qui va couvrir différents fuseaux horaires, vous allez avoir des gros problèmes pour aller rechercher le paquet qui va bien et qui a posé problème à différents endroits. Ça va vous coûter des minutes et vous n'avez pas besoin de ça. Donc, pour ça, il faut que, si c'est votre infrastructure, il faut que vous ayez mis en place absolument les serveurs NTP, positionner correctement les fuseaux horaires, etc. Et puis évidemment, il faut la capacité de stockage pour récupérer les logs. Ça peut être soit via un serveur syslog, c'est ce qu'on va voir aussi. Il y aura une partie plus technique. Et puis, ou alors dans les buffers des équipements. Euh, alors, aussi, voilà, mettre en relation les événements des logs, donc ce que vous voyez affiché, avec les événements externes obtenus grâce aux relations humaines. Bah oui, parce que généralement, les gens font pas trop la liaison, mais si vous avez l'intervention d'un électricien la veille, ou qu'il y a eu un orage éventuellement, ou qu'il y a une pelleteuse qui est passée dans la rue, et, euh, et qu'il y a une coupure réseau, il y a quand même des chances il faille investiguer un peu dans cette direction. Voilà, donc les logs, c'est évidemment très important et il y a beaucoup de choses qui se résolvent en lisant les logs. Les logs peuvent être très précises et c'est nécessaire de connaître les protocoles. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la Voice over IP, vous utilisez le protocole SIP. Vous allez pouvoir lancer des recueils de logs sur un téléphone, sur un ordinateur, sur le serveur, etc. Mais vous allez vous retrouver avec des logs, avec des paquets SIP, et il faut pouvoir comprendre ce qui est en jeu. Donc voilà, les logs, ça veut dire aussi avoir une connaissance approfondie de ce que vous avez sur votre infrastructure. Le niveau 5. Alors, le système d'information ne sert à rien, il n'a aucune valeur, c'est un amas de ferraille et de cuivre. Qu'en fonction du service rendu aux utilisateurs. Il faut donc les considérer avec un maximum d'attention. Ça, c'est ultra important. Bon, évidemment, vous avez besoin de la liste des utilisateurs pour faire un audit de niveau 5, la liste des postes clients dédiés aux utilisateurs. Et puis, donc, vous avez besoin éventuellement de faire des interviews avec des utilisateurs types et des responsables de groupe. Par exemple, si vous intervenez sur une infrastructure de VoIP, hein, vous allez avoir un chef de groupe qui va, euh, qui va être le chef de groupe d'un call center, qui va pouvoir répondre à votre question. Mais je vous encourage très très fortement à aller voir une ou deux personnes vraiment de base qui passent toute sa journée au téléphone pour recueillir un peu des informations sur les problèmes qu'il a pu avoir techniquement, etc. Parce que ça n'a pas été nécessairement remonté aux responsables. C'est un point que je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Quand vous êtes sur un audit de type niveau 5, c'est-à-dire quand vous êtes en relation avec les utilisateurs, il y a une composante psychologique qui est vraiment très très importante, au moins aussi importante que votre connaissance technique. Il va falloir comprendre un peu ce qui se passe. Et pour ça, discuter avec les utilisateurs, je vais y revenir, hein, c'est très important, il n'y a rien de tel. Euh, Beaucoup d'utilisateurs, c'est un truc que je voudrais souligner, c'est pour ça que c'est nécessaire d'aller les voir.
Euh, c'est pas, c'est pas par méchanceté, mais j'utilise le mot cache les problèmes à l'entreprise, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, donc soit parce qu'ils comprennent pas qu'il y a un problème, soit parce qu'ils veulent pas montrer le problème. Donc c'est à vous, en fait, quand vous faites votre audit, ou même quand vous allez interroger vos collègues utilisateurs sur les sites, d'arriver à comprendre un peu ce qui se cache derrière un peu ces non-dits, hein. Par exemple, un utilisateur comprend pas que il y a un problème réseau. Par exemple, il a une petite icône qui passe du rouge au vert, et en fait, ça veut dire que bah il a plus la connexion avec le serveur central, mais lui, il comprend pas nécessairement. Il trouve qu'à ce moment-là, bah, les réponses, elles sont plus lentes. Bah ouais, elles sont plus lentes. En fait, ça marche pas. Donc vous avez besoin de pouvoir, de pouvoir faire ça, de pouvoir aller poser ces questions et vous allez en plus retrouver une information très 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 précieuse parce que mine de rien, vous êtes là pour faire un audit, on a vu, pour faire une photo, mais derrière, il y aura la résolution du problème. Et le fait de recueillir ces informations va faire partie de la résolution du problème, hein. Donc, euh, c'est aussi important que le sniffer que vous allez poser sur votre switch ou sur les recueils de logs. Ça fait partie du job. 5 sujets d'audit typiques. Alors, sur une infrastructure d'entreprise, on peut avoir 5 sujets très fréquents. Donc, ça va être le câblage, le niveau 2, IP, le Wi-Fi et la sécurité. On va voir les 4 premiers et on n'abordera pas la sécurité aujourd'hui. Le câblage. Le câblage est la couche 1 du modèle OSI. Donc, vous devez collecter, c'est un peu du redite, hein, mais les plans d'architecture du bâtiment, les plans de câblage réseau, électrique aussi, les repérages. Vous devez localiser, identifier les lieux d'intervention, tout ce qui est locaux techniques d'étage, les serveurs, data centers, les plans de raccordement, etc. Euh, couche 2, donc les VLAN, plan de câblage réseau, la liste des VLAN si elle existe, les configurations de couche 2 sur les switches, les trunks des firewalls ou les routeurs. Recherchez aussi les équipements inconnus parce que vous pouvez avoir un ou deux équipements inconnus qui se cachent quelque part et qui peuvent être importants. Genre par exemple, je sais pas, un serveur DHCP, hein, oui. Pensez d'ailleurs au service réseau, hein, DHCP, tout ce qui est aussi les serveurs d'authentification comme Radius, TACAX, etc., qui vont permettre l'accès après au réseau. Bah, les étiquettes, utiliser CDP, LNDP, ça c'est OK. Les réseaux IP, routage, donc couche 3 aussi, SD-WAN. Vous connectez les plans d'information du niveau 2, évidemment, vous allez en avoir besoin. Les plans de routage, les listes de réseau, configuration des routeurs. Vous étudiez aussi la configuration des services réseau. C'est important, hein, dans la couche 3 de tenir compte aussi DNS, DHCP, Radius, LDAP, AD, parce qu'il y a des interactions, mine de rien, que vous allez retrouver dans les configurations des équipements. Donc cartographier le réseau comme on l'a vu auparavant. Je sais pas. Le Wi-Fi, donc un audit Wi-Fi, c'est comme un audit à la couche 2 et 3 du modèle OSI, il y a une problématique d'accès, une problématique d'adressage. Donc le site peut être audité pour les différents types de Wi-Fi présents, hein. Vous avez toutes les normes. Vous devez établir une liste des SSID et les zones d'utilisation du Wi-Fi. Alors généralement, si c'est pas vous l'installateur, il y a eu un peu comme le carnet de certification de câblage, vous avez généralement un document d'audit de préinstallation qui a été fait pour mettre en place le Wi-Fi. Il y a quelqu'un qui est passé avec un équipement et qui a cartographié un peu la zone, qui l'a mis dans un ordinateur et regardé un peu les zones pour voir où est-ce qu'ils peuvent placer les AP. Donc généralement, vous héritez ce genre de document. Mais ça a pu changer. Donc vous allez devoir remettre ça à jour. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Vous devez établir donc une liste, le numéro d'AP, bâtiment, étage, etc., le nom de l'AP, type d'AP, le mode de travail,
la puissance, les canaux aux différentes bandes passantes. Ce qui va changer aussi avec le Wi-Fi 6. Il peut y avoir des remarques sur les problèmes localisés. Alors oui, très important, très très important, quand vous avez l'audit d'un réseau Wi-Fi à faire, il va falloir que vous établissiez aussi une liste des sources d'interférence, hein. Donc ça, vous avez les logiciels qui font le contrôle, par exemple, des contrôleurs Wi-Fi, des WLC Cisco, par exemple, 9800, euh, vont vous donner, anciennement, par exemple, Prime, vont vous donner des sources d'interférence pour chaque AP. Ça va être, si votre bâtiment se trouve près d'un aéroport, bah, ça va être les radars. S'il se trouve, votre AP, il se trouve dans la cuisine à côté du four à micro-ondes, bah, ça va être le four à micro-ondes. S'il se trouve dans un centre commercial, ça va être les AP des autres entreprises. Mais c'est important de pouvoir faire cette liste, de voir un peu qu'il n'y ait pas des pirates ou des choses comme ça. Rogue, en anglais, ça s'appelle Rogue et vous voyez apparaître ça dans le- dans les listings. ROGUE. Alors, Wi-Fi, donc connectivité, donc les Wi-Fi sont généralement dans un VLAN et puis idéalement ils sont alimentés par du PoE pour en fait on ait un seul câble pour relier l'AP au Wi-Fi, au switch pardon. Pour localiser les contrôleurs Wi-Fi évidemment, etc. Voilà. Ça c'est pour le Wi-Fi. Point question numéro 3. Et oui, et ben, nous ouvrons le troisième sondage. Et puis voilà, votre audit s'étale sur un mois. Quelle périodicité pour les réunions avec la MOA? Alors, on vous propose quatre choix. 2 réunions par semaine, une réunion par semaine, une réunion toutes les 2 semaines ou une réunion au début et un à la fin. Alors, si vous voulez répondre à cette enquête, s'il vous plaît, je vous rappelle que nous avons encore 20 minutes de présentation et que en fin de sortie de l'événement, vous aurez une enquête qui sera affichée sur votre fenêtre de navigateur. C'est très très important, s'il vous plaît, que vous répondiez si vous avez aimé la présentation, quels autres sujets vous intéressent et bien sûr, s'il y a des félicitations, des critiques, nous avons déjà récupéré quelques questions et demandes nos participants. Alors, si vous voulez, on reprendra ça à la fin. Merci beaucoup. Ok, donc alors voici le chapitre qui est à mon sens le plus important. Alors, je sais bien qu'on est sur un channel très technique, hein. Euh, bon, j'ai fait pas mal de présentations très techniques, mais ça, c'est vraiment quand vous êtes sur un audit, en fait, le plus important, c'est ça. Donc, on a vu l'organisation. euh, donc, c'est un chapitre qu'il faut vraiment étudier, comprendre et appliquer. Donc, sans qualité pour créer de bonnes relations humaines, il n'y a pas d'audit efficace. Un audit efficace, c'est un audit qui est rapide, donc qui dure peu de temps, et qui est exhaustif. Ça veut dire que vous trouvez toutes les informations nécessaires. La gestion des relations humaines en fonction des profils rencontrés et des situations est déterminante dans la facilité à obtenir les informations. Un audit intervient surtout en période de changement, quand les esprits ne sont pas nécessairement très constructifs. C'est-à-dire que l'audit, il y a rarement des audits quand tout va bien, malheureusement. Ça serait trop facile. Euh, Vous avez des problèmes récurrents, donc c'est un peu la panique à bord et il faut faire quelque chose. Ça peut être, vous avez un merge de sociétés. Il risque d'y avoir des gens qui vont être mis au chômage, des postes supprimés. Ça peut être aussi l'équipe précédente est partie, donc il n'y a plus personne et bah, c'est aussi un peu la panique parce qu'il y a un problème pour la maintenance de l'infrastructure. Donc, et si l'équipe est partie, peut-être qu'il y avait d'autres soucis. Donc voilà, vous devez comprendre
que vous arrivez pas nécessairement dans un environnement serein. Ça, c'est important. Pour vous, la pyramide hiérarchique doit être en quelque sorte inversée. C'est-à-dire que les gens qui vont vous apprendre des choses utiles, nécessaires et indispensables à votre enquête, en fait, ce sont les gens qui se situent en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont vous indiquer les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, les choses qui peuvent se passer. Par exemple, euh, il y a eu une coupure de courant, par exemple, voilà, il y a eu un orage ou ce genre de choses-là, qui va être localisé quelque part, par exemple sur un site, et peut-être bah, les responsables ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que vous devez aller vraiment rechercher l'information à ce niveau. Donc il va falloir que vous engagiez le dialogue dès que possible, hein. Donc euh, il faut que vous obteniez des informations de manière informelle éventuellement. Et peut-être vous allez trouver quelqu'un dans un coin qui va vous dire, ah bah ouais, moi je connais. À un moment, on a installé un serveur machin, il se trouve par là, je crois. Et là, vous apercevez qu'en fait, toutes les communications de l'entreprise passent par le serveur que tout le monde a oublié. Ça arrive. Euh, donc voilà. Euh, les problèmes récurrents sur des périmètres oubliés, infos sur la survenue d'événements perturbants, infos sur les blocages humains pouvant expliquer des problèmes. Vous savez, dans les organisations, tout ne se passe pas toujours bien, donc ça, il faut en tenir compte. Des infos sur les détails techniques d'importance, comme des plans, etc., que les gens peuvent vous fournir. Donc il faut documenter et donc rechercher ceux qui savent, des informations que tout le monde a oubliées. Donc typiquement, les serveurs, le cloud, machin, tout ça, il n'y a pas de problème, tout le monde sait où ça se trouve. Mais les badges, les systèmes d'alarme des anciens PABX, les serveurs, les PC entre guillemets historiques, des modems, ouais, ouais, même des modems, des PABX, c'est-à-dire des, des standards automatiques, un peu comme le call manager, mais tout en analogique. Des imprimantes spéciales pour des utilisations particulières, les protocoles fossiles IPX de NetWare, X25, XOT, le X25 sur TCP, merci. LU 6.2, donc tout ce qui est SNA, tout ce qui est les mainframes, ça peut être l'Apple Talk aussi, hein, voilà, donc tout ça, vous pouvez à un moment donné, vous allez vous retrouver sur un site avec un truc qui peut éventuellement vous poser un problème en plus. Parce que s'il n'a pas été changé, c'est peut-être qu'il n'a pas pu être changé et c'est peut-être un point de blocage. Donc c'est important. Le câblage. Bon, ça, on a tous vu des photos horribles, je sais pas, sur Twitter, LinkedIn, etc. Donc, quand l'infrastructure commence à dépasser une cinquantaine de postes utilisateurs, soyez très attentifs au câblage et électricité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais pas revenir là-dessus, mais bon, le câblage, c'est quand même quelque chose de très important et c'est nécessaire de refaire le câblage et de tout étiqueter. Enfin, bon. Les relations humaines. Quand les relations sont difficiles, nous allons avoir différentes possibilités et solutions, mais tout d'abord, n'oubliez pas que vous avez une carte importante. Vous avez la connaissance et vos interlocuteurs vous voient comme un expert. Donc, n'oubliez pas que quand vous arrivez dans des situations difficiles, pour la partie qui vous concerne, la partie technique, vous êtes comme un médecin qui arrive chez un grand malade. C'est vraiment l'optique qu'il faut avoir. Donc, vous devez être sérieux, objectif, euh, et ne jamais oublier que les gens chez lesquels vous allez opérer, en fait, ils ont besoin de vous. Ils le savent et, euh, et c'est pour ça que ils vont vous faciliter la tâche. En tout cas, au moins, en général, au niveau de la hiérarchie. Quoi que ce soit pas toujours évident, il faut reconnaître que ça m'est arrivé il y a très très longtemps, donc je peux en parler, il y a vraiment des dizaines d'années, d'arriver chez un client en fait où il y avait quelqu'un qui faisait un audit
et la hiérarchie, en fait, le patron de l'entreprise qui lui avait demandé de faire l'audit a complètement saboté son travail. Donc, c'est des choses qui existent. Mais bon, c'est extrêmement rare. Mais voilà, il y a beaucoup de relations humaines et il faut gérer. Et justement, il y a des limites à découvrir avant d'accepter la mission d'audit. Et si vous pensez que ça pose problème, vous devez ne pas prendre la mission, si vous avez le choix, évidemment, ce qui n'est pas toujours possible. Est-ce que le donneur d'ordre est vraiment convaincu par le fait de faire un audit? Bah oui, vous passez du temps à faire un audit, ça coûte cher, il doit payer, et peut-être qu'il n'est pas nécessairement convaincu. Et s'il n'est pas convaincu, et voilà, ça va peut-être pas bien se passer, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de poursuivre? Parce qu'il y a quand même pas mal de travail ailleurs. Euh, Est-ce que le donneur d'ordre a une organisation qui soit propre à ce que l'audit lui soit utile? Bah oui, une fois que vous allez avoir terminé l'audit, d'accord, vous allez avoir généré un certain nombre de documentations. Mais si dans l'organisation, personne ne les lit jamais, fait un peu les choses comme bon lui semble, et que ça soit complètement incontrôlable ou chaotique, ça va pas servir à grand-chose. Donc finalement, ça va pas. Bon, vous allez peut-être euh, gagner l'argent, etc. Et ça va pas vraiment être très positif nécessairement pour vous. Et là encore, peut-être il y a mieux à faire ailleurs. Est-ce que vos méthodes sont compatibles avec celles de votre donneur d'ordre? Donc, je vous ai expliqué une méthodologie, hein, avec une façon de procéder, avec des documentations, des choses comme ça. Vous pouvez en avoir une différente, vous pouvez avoir la vôtre. Il y en a même qui existent, hein, qui sont des normes relativement complexes, euh, qui sont tout à fait officielles par un organisme qui sont décrits par l'ISO. Mais c'est quand même très très complexe. Donc, mais est-ce que l'entreprise ou l'organisation pour laquelle vous allez travailler euh, peut accepter, disons, de travailler avec ça? C'est pas nécessairement évident. Et puis, si vous apercevez que que le donneur d'ordre ne respecte pas ce que vous lui dites ou voilà, ne collabore pas de manière efficace avec vous, ça vaut peut-être le coup de ne pas accepter cette mission et de trouver quelque chose de plus cohérent ailleurs. Euh, Surtout, partez sur un audit avec la conviction qu'on ne vous a pas tout dit sur la situation de l'entreprise. Est-ce qu'il y a un problème particulier dans un service, avec des ou une personne spécifiquement? C'est des problèmes humains, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais franchement, ça arrive relativement régulièrement. Donc, c'est des choses qu'il faut traiter. L'entreprise a-t-elle des projets qu'elle ne souhaite pas dévoiler mais qui créent des tensions? Ça, bah, je sais pas, par exemple, ça peut être un merge d'entreprise, par exemple. Est-ce que des employés ont des attentes particulières, voire déraisonnables, sur le résultat de votre audit? Par exemple, qui va montrer que bah, c'est tel service ou tel sujet qui pose problème, alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. C'est pas technique, mais c'est très important. Euh, je me rappelle avoir fait un audit aussi chez un client, là aussi, il y a vraiment pas mal d'années. Et les gens croyaient que le problème était un problème venant du réseau, comme souvent d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important de bien maîtriser l'aspect protocolaire et aussi l'analyse des trames, etc. Et puis finalement, après un audit, eh ben, ils se sont aperçus que c'était le fournisseur qui accessoirement était aussi l'opérateur. Donc, et c'est vrai que ça a créé pas mal de tensions. Mais c'est le genre de choses que bah, il faut gérer et qui font partie du travail au même titre que la connaissance technique des équipements. Créer tant que faire se peut une relation intime avec les personnes que vous interrogez. Intime, mais évidemment professionnelle. Votre expérience professionnelle doit vous permettre de comprendre les points difficiles du métier de l'autre. Ah oui, vous êtes informaticien, mais si l'autre est pâtissier, euh, c'est votre expérience voilà, humaine, on va dire,
de nombreuses années qui va vous permettre de comprendre sa problématique de pâtissier. Pourquoi dans son entreprise, on a tel ou tel sujet. Et puis votre expérience de vie doit vous permettre de comprendre la situation personnelle de votre interlocuteur. C'est aussi important de comprendre ça que de savoir comment configurer un routeur. À qui vous adressez la parole et quelles sont ses problématiques personnelles du moment. Vous voyez, Euh, vous n'avez pas à lui poser la question, vous n'avez pas vraiment à le savoir, mais vous devez sentir que peut-être en ce moment il y a un problème, donc euh, de quelle manière ça va influencer sur votre audit. Ça, vous devez le comprendre. Rechercher et lier des contacts amicaux avec un ou deux employés relativement anciens dans la structure, instaurer absolument un échange tacite. Ils vous donnent de l'info. Vous avez une expérience, une expertise. Vous pouvez par exemple faire du transfert de compétences sur un sujet. Vous pouvez avoir un budget café pour faire des cafés, c'est rendre les choses un peu plus conviviales. Si vous opérez en télétravail, c'est important d'avoir un très bon son et donc un micro de très très haute qualité pour donner quand même quelque chose d'un peu plus chaleureux. Apprenez à gérer les crises. Vous allez trouver des employés qui sont réfractaires à l'organisation. Soyez humble et dans le contrôle de vous-même. Montrez dès que possible votre compréhension du métier de l'autre, parce que c'est peut-être ce qui manque en fait dans la relation de la personne avec l'entreprise. Euh, et ça, c'est à gérer, vraiment. Vous allez trouver des employés en opposition à leur hiérarchie ou des collègues. Cherchez pas à jouer les justiciers, au contraire, le relais de la direction. Vous devez vraiment, vraiment rester absolument neutre. Et ce sont des alliés possibles. À partir du moment où vous montrez votre neutralité, votre expertise, hein, vous êtes l'expert, vous êtes le médecin, la personne vraiment rigoureuse et objective, vous avez la possibilité de vous faire des alliés avec ce que je vous expliquais avant. Et puis, évidemment, vous pouvez avoir des employés en opposition avec vous. Vous arrivez dans un contexte qui n'est pas simple, donc soyez expert, professionnel, mais ne vous laissez jamais, jamais marcher sur les pieds. Ça, c'est vraiment à éviter à tout prix. Euh, alors, les relations humaines, ça, surtout quand on est dans l'informatique. J'ai tendance à penser que les informaticiens, surtout les très bons informaticiens, en fait, euh, moi compris, hein, on fait de l'informatique peut-être, parce qu'ils sont moins bons dans les relations humaines, on va dire. Donc ça s'apprend, hein. Vous avez des méthodes peut-être qui ont changé avec le temps, hein. Je sais pas, la PNL, la caractériologie, l'analyse transactionnelle. Tout ça, ce sont des systèmes qui peuvent vous donner un référentiel pratique pour mieux comprendre les ressorts psychologiques de vos interlocuteurs. Après, l'expérience de vie fera le reste. C'est pour ça, je pense que à moins d'avoir vécu je sais pas, jeune, des choses un peu très diverses, etc. Je pense que c'est nécessaire d'avoir quand même au moins une bonne dizaine d'années d'expérience pour pouvoir mener des audits de manière professionnelle, hein, en tant que salarié, voilà, à plein temps. Pas stagiaire, hein, mais vraiment salarié, comprendre un peu ce que c'est que être dans l'entreprise, tout ça, et comprendre tous les ressorts pour pouvoir mener un audit qui soit vraiment rapide et efficace. Alors, les relations humaines, maintenant, évidemment, avec le Covid, le télétravail a vraiment beaucoup augmenté, hein. Là, j'ai fait une capture sur LinkedIn où on voit eh ben, que les gens, ils veulent pouvoir aller en entreprise quand ils veulent et ils sont très majoritairement pour être à distance, voire 50-50. Et il y a plus grand monde en fait qui veut rester de manière permanente dans l'entreprise. Donc ça va nécessiter de télétravailler, utiliser vraiment le plus possible la vidéoconférence à cause de la communication non verbale. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les 11 slides précédentes, euh, sont, tiennent compte de la communication non verbale. Ça veut dire des choses qui sont pas exprimées par des mots par votre interlocuteur, mais par le ton de sa voix, par les mimiques de son visage, par la façon dont il se tient, etc.
C'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Ça peut vous permettre de trouver des pistes un peu vers où chercher, etc. Et il est possible d'installer des relations de confiance via vidéoconférence. Il faut avoir du matériel de très bonne qualité et surtout au niveau sonore. C'est important, le son dans la vidéoconférence. Voici la polling question numéro 4 et on est très loin d'avoir fini. Ok, bah, il faut se dépêcher. J'ouvre le quatrième sondage. Alors, qu'est-ce qu'un réflectomètre mesure? C'est l'écho, les reflets de la fibre, l'onde réfléchie ou l'intelligence. Alors, si vous avez une idée, vous pouvez soumettre vos réponses. Nous allons dépasser le temps prévu de cette Ah présentation et oui. on vous invite à rester. De toute manière, j'ai déjà partagé sur le panneau du chat le lien où sera disponible la vidéo. Certainement demain, vous l'aurez déjà. Je vais me dépêcher pour arranger ça. Et de toute manière aussi pour les réponses aux questions, si c'est pas demain, je vous promets lundi, vous aurez des réponses. Nous avons déjà quelques commentaires de plusieurs utilisateurs. On va essayer d'organiser, d'avoir un petit document. Et puis, sinon, bah, je vous remercie quand même d'avoir participé. N'oubliez pas de répondre à l'enquête si vous devez quitter l'événement. Merci. Allez, je te laisse poursuivre. Oui, Rimena, est-ce qu'on peut Oui, se donner une demi-heure supplémentaire? oui, bien sûr. Moi, je reste ici connecté avec toi. Ceux qui souhaitent partir, parce que certainement vous aurez d'autres choses à faire, vous pouvez partir et répondre à l'enquête. Par contre, nous, on restera ici jusqu'à la fin de l'événement. Si vous voulez rester, vous êtes tous les bienvenus. Ok, donc bah, je poursuis. Donc, alors là, c'est un chapitre. La suite, en fait. Il va y avoir un premier chapitre très technique, c'est ce qu'on va aborder maintenant, les protocoles de l'information, qui va être suivi par, par en chapitre 6. Je le dis tout de suite, hein, de manière à ce que les gens sachent si ça les intéresse ou pas, qui va être suivi au chapitre 6 par le projet d'audit. Donc, on va voir les 6-7 phases du projet d'audit et les documents de projet, qui ne sont pas les livrables techniques, mais les documents de projet qui doivent être livrés à chaque étape. Donc, premier chapitre là, 5, ça va être plutôt technique, avec quand même des indications pour la MOA, hein, des indications pour la MOA, parce que j'ai voulu faire quand même quelque chose qui soit, qui intéresse à la fois la MOA et la MOE, pour pas que les uns soient défavorisés. Donc, bon, là, ça va être un peu plus rapide, hein, parce que je pense que, en fait, je vais parler des protocoles que la plupart des gens connaissent. Donc, on a évidemment SSH. Il est utilisé partout pour la connexion et l'administration des machines. Mais il peut rester des machines en Telnet, port TCP/23. Donc pour installer du SSH, il faut vérifier que la version elle contienne K9 sur les routeurs Cisco. Et puis qu'on ait SSH enabled. Voilà, donc là vous avez l'exemple d'utilisation. Donc côté MOA, pensez à changer les mots de passe juste après l'audit ou utiliser des mots de passe temporaires pour l'audit. Utiliser donc par exemple PoolTTI, mais il faut savoir que vous allez devoir fournir par exemple ces paramètres à par exemple Cisco Prime pour pouvoir ou d'autres outils un peu d'audit sur le réseau pour qu'ils puissent accéder évidemment à la configuration des équipements. Donc, un bon moyen d'utiliser c'est PoolTTI, effectivement. Donc, voilà comment on configure. Exiger l'utilisation de postes clients Linux avec beaucoup moins de risques. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, Sur PoolTTI, vous avez la possibilité aussi d'avoir une grande taille de log. Donc ça, c'est intéressant pour vos recueils. Je vous ai mis un peu la configuration de PoolTTI en haut à droite. Et aussi,
mettez donc sur les équipements Cisco, sur le line con 0 et puis line VTY 04, rajoutez la ligne terminal length 0 de manière à ce que vous n'ayez pas à taper sur Enter, sur espace à chaque écran. Vous savez, quand vous faites un showrun, ça va s'afficher en fait écran par écran et à chaque fois vous êtes obligé de taper sur espace. Quand vous faites terminal length 0, ce qui est génial, c'est que vous tapez showrun. À ce moment-là, vous avez toute la conf qui va défiler dans votre écran. Donc vous pourrez la reprendre telle quelle dans les logs créés par PuTTI. Côté MOA, si vous travaillez sur des infrastructures qui sont très sensibles en termes de confidentialité, pensez à demander à sauvegarder une copie des fichiers de log, hein, parce que comme ça, vous aurez les informations qui ont été demandées et récupérées par les gens qui font l'audit. CDP, donc CDP, c'est Cisco Discovery Protocol. Il n'y a pas de RFC puisque c'est une norme propre propriétaire Cisco, mais on retrouve CDP chez d'autres constructeurs éditeurs comme HPE ou VMware, dans lequel vous avez la possibilité de visualiser les informations récupérées par le protocole CDP, Cisco Discovery Protocol. C'est un protocole de niveau 2 en multicast, 0.1, 0.0, etc. Pensez à vérifier que les trames CDP ne sortent pas de votre réseau. À l'endroit où vous avez une interconnexion entre votre infrastructure et celle de l'opérateur ou d'un fournisseur de services, euh, il faut vérifier que vous avez dévalidé l'envoi de trames CDP à partir de vos équipements vers l'équipement extérieur pour éviter que les équipements extérieurs puissent recueillir l'information et potentiellement des pirates qui vont pouvoir utiliser ces informations pour pirater. Donc voici les informations côté MOA, hein, voici toutes les informations qui sont communiquées. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses, hein. Vous avez l'adresse IP, vous avez quel type d'équipement c'est, vous avez la version, donc on connaît exactement la version, donc ça peut servir éventuellement à un pirate pour savoir bah, un file zero day, ce qu'il peut la trouver sur la version, etc. Donc c'est pour ça. C'est très utile, CDP, il faut l'autoriser en interne. En général, il y a des cas où il faut pas, mais bon, en général, il faut l'utiliser et il faut pas que ça saute. Euh, Vous allez aussi devoir utiliser CDP quand vous mettez en place des IP phones Cisco. Ok. Dans le même style que CDP, vous avez LLDP qui par contre fait l'objet d'une définition officielle. Alors c'est pas une RFC parce que c'est pas Internet, mais c'est le comité I3E 802.1, etc. Euh, Là vous avez les infos. LLDP Med, c'est Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Device, donc typiquement tout ce qui est téléphone. Et voilà les informations que vous pouvez récupérer à travers LLDP. Donc, je vais passer assez vite. Ah oui. Euh, Avec LLDP, donc CDP, vous avez les infos qui sont envoyées de manière en bloc, hein. LLDP, vous avez un, c'est envoyé par bloc, hein. Type longueur value, TLV. Donc vous voyez, hein, c'est le type, ça va être par exemple port ID 2. euh, et puis ensuite, on va avoir length, la longueur. Et puis après, bah, vous avez les informations. SNMP, alors les outils d'audit et de récupération d'informations vont aussi utiliser SNMP. Préférez SNMP V3 qui est plus sécurisé. SNMP est décrit dans la RFC 1557. Voilà, voilà. Il utilise les ports UDP 161 et 162. Je vous ai mis le lien sur Wikipédia parce que c'est assez bien expliqué. En gros, vous avez une station qui fait des GET requests
vers l'équipement et l'équipement qui fait des get response. L'organisation des informations avec SNMP se fait dans ce qu'on appelle une MIB, Management Information Base. Euh, donc, pour expliquer comment est organisée cette information de base, en fait, c'est un arbre. Donc, vous avez la racine là avec un, vous voyez le début de la branche. Et puis, vous avez ensuite une bifurcation, on va trouver 6, et une autre bifurcation 3. Donc ça, c'est le début d'une information. Et comme ça, de bifurcation en bifurcation, vous allez arriver vers une feuille, et cette feuille, elle va contenir une information. Donc vraiment, tout à fait par hasard, ça va être hasard. Ça va être le nombre de process ou SPF qui tournent sur le routeur, vous voyez, par exemple. Le nombre, je sais pas, ou le taux de CPU à 5 minutes. Euh, voilà, donc là, vous avez un exemple de paquet SNMP avec GET request. Vous avez alors euh, les logs. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué. C'est là où vous allez pouvoir recevoir des quantités importantes de logs, un serveur, un gros disque dur. Vous envoyez les logs là-dedans. C'est décrit dans les RFC 5424. Donc, je vous recommande de lire cet ERFC. On trouve les logs, le syslog sur tous les serveurs, oui, tous les serveurs Linux, sur tous les, sur tous les OS Linux. Euh, voilà, donc c'est très pratique. La mise en place, donc CDP, ça se fait par une autorisation globale. CDP Run. CDP Advertise V2 pour être en version 2. Vous pouvez régler les timers et les timers. Moi, je vous le conseille pas si vous savez pas ce que vous faites. Pour la vérification, vous pouvez faire un client de CDP Table et puis vous avez différents shows qui montrent un peu les paramètres. LLDP, pareil, LLDP Run, etc. Vous pouvez dire si vous voulez que recevoir ou que transmettre, etc. SNMP, donc autorisation globale. Vous avez ce qu'on appelle les communautés. Donc, par exemple, ici, vous avez read only, donc simplement pour lire ou pour écrire. Hein. Si vous voulez sécuriser vraiment, vous allez utiliser pour lire et c'est ce que vous allez communiquer. Syslog, ben ça, vous le déclarez comme ça à l'intérieur de votre routeur. Login, etc. Login on. Voilà. Donc, on sera dans les temps pour la demi-heure. Et polling question numéro 5. D'accord. Alors, nous ouvrons le 5e sondage. Attendez un petit moment. Voilà. Alors, la question, qu'est-ce qu'un modèle en V? Le modèle de la victoire, le modèle aux 5 phases. On dit le cycle en 5. C'est ISO 9001. Alors, à vous de répondre. Je déjà partagé les liens pour où vous retrouverez, bon, normalement sur la page de l'événement, vous retrouvez le lien vers la vidéo, vers les questions, vers le Ask Me Anything si vous avez des questions ultérieurement. Là aussi, vous pouvez venir les soumettre avant vendredi prochain, je veux dire la semaine d'après, le 26 novembre. Alors, je laisse poursuivre Alain et je récupère tous vos messages sur le panneau du chat ou sur le Q&A. Merci. Ok, projet d'audit. Bon, là, on a terminé. On va voir les derniers slides. Donc, le projet d'audit se découpe en 6 phases. Bon, je ne vais pas mentionner trop. Il y a une partie avant-vente, la préparation, mais je ne la compte pas dans les phases. Une partie préparation, il y a la réunion préparatoire, il y a le recueil, il y a la finalisation de l'audit, il y a l'analyse et il y a la présentation finale des résultats. Donc, qu'on soit bien clair, tout ça, ça doit donner la photo dont on parlait au départ. Mais ça, c'est le film, en fait. Là, ce que je vous montre, c'est le film. Et cette photo,
elle va permettre ensuite de régler les problèmes. Vous voyez, mais c'est pas quand vous êtes en train de faire le film et que vous avez la photo à la fin, vous n'avez pas réglé le problème. Ça sert vraiment pas à ça. Je répète encore une fois, c'est important de bien comprendre ça. L'avant-vente. Alors, je parle de l'avant-vente parce que généralement, il y a quand même l'équipe technique qui est impliquée sur l'avant-vente, évidemment. Donc, c'est la phase de l'entretien pour voir le type d'audit demandé par la MOA et les particularités techniques et organisationnelles. Généralement, c'est là où vous allez avoir une idée un peu du périmètre, de ce qu'on attend, peut-être des problèmes que le client s'attend à vous voir régler, etc. Euh, ça doit donner ça doit être consigné dans une note, dans un document qui va s'appeler REN, rapport d'entretien, et qui sera mis dans la base documentaire en phase 0. Ah oui, alors, je vous ai pas mis nécessairement tous les documents, mais je vous ai mis les principaux dans ces 6 slides. La préparation. Donc, le chef de projet prépare ou s'assure que toutes les ressources nécessaires pour les experts sont présentes. Donc, est-ce qu'ils ont bien le bon matériel pour faire l'audit? Est-ce que l'équipe est bien formée sur tout ce qu'il faut? Peut-être il va falloir la former. Je rappelle que dans une entreprise de services informatiques, c'est absolument, enfin pour moi en tout cas pour ma pratique, c'est de former 10% du temps au moins réservé à la formation des gens pour qu'ils interviennent sur les infrastructures de manière efficace. Est-ce qu'ils ont les bons logiciels? Est-ce qu'au niveau documentation, ils ont ce qu'il faut et ils ont bien le bon planning? Et puis, il va leur falloir une liste des contacts. Ça, c'est important, je veux dire, pour que ça paraît peut-être accessoire, mais peut-être il peut manquer des fois des contacts importants dans les listes et il faut absolument que ça soit donné pour éviter de perdre une demi-journée bêtement. Donc ça, tout ça, ça doit être mis en phase 1. La réunion préparatoire, donc le chef de projet ME va à la MOA pour remettre d'accord sur l'organisation et mettre en place les moyens matériels, logiciels, etc., les procédures, etc. euh, pour que l'expert puisse intervenir à distance. La réunion est prévue pour s'assurer que tout est bien compris. Lors de cette réunion, doit être complété un document de préparation d'audit, un document de préparation des PA. Ok. Donc en phase 2, voilà, bon, on reprend un peu toutes les informations qu'on a vues précédemment. Les recueils. Donc là, ça va être d'aller recueillir toutes les informations sur site avec les interlocuteurs et aussi sur les équipements, les plans, etc. Donc une liste précise des informations devra être établie. Les informations sensibles appartenant à l'organisation de la MOA ne pourront pas être sorties de l'organisation. Faut vraiment éviter absolument de sortir des sauvegardes ou des choses comme ça qui pourraient contenir des informations confidentielles ou importantes de l'organisation. La MOA s'engage à fournir euh, à l'équipe donc des mots de passe qui doivent être évoqués juste après l'audit. C'est-à-dire que si vous avez, il faut peut-être donc préparer un peu l'audit de manière à créer des premiers mots, de manière à créer des mots de passe qui vont servir à recueillir les informations. Une fois que les gens de l'équipe d'audit est partie ou n'intervient plus, hop, vous supprimez les mots de passe. Les recueils doivent être mis dans la base documentaire en phase 3. La finalisation de l'audit. Une fois la phase de recueil est terminée, le document de préparation d'audit est complété pour montrer les points effectivement réalisés. Donc, on le complète et on le verse dans la phase 4. L'analyse. Alors, une fois que vous avez donc toutes les informations qui ont été recueillies, il va commencer, il va y avoir la phase d'analyse. C'est un peu ce que je vous avais dit, hein. Ça veut dire comprendre le pourquoi du comment de ce qui est installé, voir s'il n'y a pas des problèmes, voir s'il ne peut pas y avoir des augmentations de performance, et puis voir si il n'y a pas du matériel à rajouter. Donc, c'est ce qui va être précisé à l'intérieur du document d'analyse d'audit. Phase 5.
Et puis la présentation finale des résultats à la MOA, au client, hein, le client interne ou externe, euh, bah, ça va être en fait tous les documents, c'est-à-dire que toute la photo que vous avez faite qui va être mise dans le répertoire, vous allez pouvoir laisser ça sur les équipements de la MOA, et ça constituera la photo que vous avez faite. Et ça, en fait, la base documentaire, tout ce qu'on vient de voir, là, toutes ces différentes actions, vous allez pouvoir mettre ça à l'intérieur de cette arborescence typique. Donc, vous aurez deux arborescences, une pour la photo et une pour le film. À vrai dire, cette arborescence typique, vous devez l'avoir pour tous les projets que vous faites que vous faites sur votre infrastructure. Et voilà, une fois que vous avez livré, en fait, et toutes ces informations, évidemment, doivent être livrées à la MOA, donc au client. Une fois que vous avez livré tout ça, euh, l'audit est terminé. Évidemment, euh, le contrat et la facturation, ou alors la demande de résolution de problème, suit directement cette phase-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé cette phase-là, à ce moment-là, vous avez réuni toutes les informations. Normalement, une fois que vous en êtes arrivé là, je dirais tout est fait parce que généralement, les problèmes récurrents ou les pannes qui peuvent être urgentes mais qui ont nécessité l'intervention d'un expert comme vous, eh bien en fait, elles sont la plupart du temps dues à un défaut d'information ou de ne pas avoir été assez profondément dans l'information. Ça peut être soit parce qu'il y a eu un problème réel, technique, etc. Soit il y a eu un problème de version, de bug, de choses comme ça. Et donc, quand vous en arrivez en fait à ce stade-là, vous avez fait votre recueil, vos analyses, votre documentation. Ça ne doit plus vous prendre beaucoup de temps pour réaliser la suite qui va être de régler les problèmes récurrents, résoudre les pannes, augmenter les performances et faire des propositions qui vont pouvoir faire avancer le client. Et de cette manière-là, vous allez vraiment avoir un client qui va être très 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 content, quoi. Et franchement, c'est un client ou une hiérarchie, hein, je veux dire, on peut être en interne dans l'entreprise, mais ça vous apportera vraiment énormément de bénéfices très positifs. Voilà, je pense, voilà, c'est terminé pour la présentation. Désolé pour... Non, bah, écoutez, merci beaucoup, Manon, d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Merci, Et Jimena. je pense que c'est pas question de répondre des questions de l'audience, c'est vraiment, on est sur le temps. Mais Mhm. bon, si vous avez encore des questions, bah, sur le suivant slide, vous verrez, on vous partage le lien pour accéder au Ask Me Anything. Alors, vous pourrez poster là des nouvelles questions si vous en avez toujours. Et sinon, aussi, vous partagez nos réseaux sociaux qui sont disponibles sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram. Principalement, on communique sur Facebook, Twitter et LinkedIn si vous voulez suivre nos chaînes. Et vous demander de participer à l'enquête qui s'affichera. Et là maintenant, lorsque je vais clôturer cet événement, vous aurez sur vos navigateurs une petite enquête avec 5 questions pour noter la qualité de l'événement. Éventuellement, vous pourrez aussi envoyer des commentaires vis-à-vis de notre présentateur, des félicitations ou peut-être des recommandations. Nous sommes prenants de tous vos commentaires. Au nom de toute l'équipe, je veux remercier Alain Fort pour cet événement et à tous nos invités d'avoir participé avec vos questions et vos commentaires. Merci de nous avoir accompagnés. Prenez soin de vous, de vos chers
et ayez une excellente fin de journée. Merci et à bientôt. Au revoir.